Messieurs, dames, bienvenue à ce concept 2.2, les chiffres significatifs. Aujourd'hui, il sera question de répondre à cette fameuse question. Combien de chiffres dois-je garder après la virgule lors de ma réponse? Il sera question de deux choses. Pour y répondre, il sera question évidemment des chiffres significatifs dans un premier temps et des incertitudes dans un deuxième temps. Les deux, évidemment, concepts qui se complètent. Donc, commençons avec les chiffres significatifs rapidement. Donc, voici quelques exemples de valeurs qu'on pourrait retrouver suite à un calcul, suite à un problème. Donc, on a 0,05, 1,05, 1,50 et 1,2 fois 10 à la moins 2. Dans le cas du premier exemple, j'ai un chiffre. Deuxième exemple, trois chiffres significatifs. Quatrième exemple, deux chiffres significatifs. Pourquoi tous ces exemples? Bien, parce que les zéros au début ne comptent pas. La première valeur non nulle, dans ce cas-ci le 5, fait office de premier chiffre significatif. Dans mon deuxième exemple, je commence avec un 1, donc tous les chiffres après existent, donc trois chiffres significatifs. Dans mon troisième exemple, le 0 est inclus parce qu'il vaut un niveau de précision. Et dans le dernier exemple, mon 10 à la moins 2 représente dans le fond rien d'autre qu'une valeur de conversion. Autrement dit, j'aurais pu écrire 0,012 et j'aurais eu deux chiffres significatifs quand même. Donc voici comment on calcule le nombre de chiffres significatifs. Pourquoi calculer le nombre de chiffres significatifs? Parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver le nombre qu'on va conserver suite à des opérations mathématiques. Par exemple, lors d'une multiplication, si je prends les chiffres suivants, donc 5,05 fois 2,1, et je cherche la réponse. Dans ce cas-ci, j'ai trois chiffres significatifs. Ici, j'en ai deux chiffres significatifs. Et je dois prendre dans ma réponse la valeur qui en possède le moins. Donc, je fais mon calcul, 5,5, 2,1. J'obtiendrai 10,605. Évidemment, le problème, c'est que dans ma valeur, j'obtiens 5 chiffres significatifs. Or, je ne peux pas avoir plus de précision que ce que j'avais au maximum. Donc, vous voyez, j'ai deux chiffres significatifs. Je vais donc devoir avoir une réponse qui en possède seulement deux. Donc, je me limite à 16. Et parce que ma valeur suivante est 6, je l'arrondis à la plus haute valeur pour avoir 17. Ainsi, j'aurai une réponse qui contient le plus petit nombre de chiffres significatifs, soit celui qui valait pour le 2.1. Autre exemple, si j'ai 5,05 fois 0,0014, si je calcule, j'ai ici trois chiffres significatifs. Et si j'en ai deux chiffres significatifs, donc ma réponse ici, si je fais le calcul 5 fois 0,5 fois 0,12, on est 0,00606. 0,00707. Encore une fois, je dois m'assurer de j'ai trois chiffres significatifs. Donc, je ne peux pas conserver tout ça. Je vais devoir en barrer un. Évidemment, les premiers zéros ne comptent pas, ce n'est qu'un facteur de conversion. Et je donc garde le 7 et le 0. Mais parce que le 7, je l'arrondis à sa plus haute unité, ça me donnera 0,0071. Ou je pourrais l'écrire aussi 7,1 fois 10 à la moins 3. Pourquoi? Parce que j'ai 1, 2, 3 zéros avant mon 7, ce qui équivaut à la moins 3. Donc, voici comment on calcule une multiplication en conservant le nombre de chiffres significatifs. Maintenant, pour les additions, c'est légèrement différent. Imaginons que j'ai 5,050 plus 1,2, je devrais obtenir 6,1250. Ici, j'ai 4 chiffres significatifs. Ici, j'en ai 2 chiffres significatifs. Cependant, ce n'est pas les chiffres significatifs qu'on va observer, mais le nombre de décimales. Dans ce cas-ci, le nombre de chiffres après la virgule. Et dans ce cas-ci, j'ai 3 décimales. 3. Ici, j'ai une décimale. Et comme pour la règle des chiffres significatifs, je conserverai seulement la valeur la plus petite parmi les termes.
c'est-à-dire 6,2, mais parce que j'ai un 5, je devrais l'arrondir vers la hausse. Donc, j'aurai 6,3. Donc, quand que je fais une multiplication, je conserve le plus bas nombre de chiffres significatifs parmi les termes que j'avais. Et lorsque je ferai une addition, je conserverai le plus petit nombre de décimales parmi les termes que j'avais. Donc, même règle, le plus petit niveau de précision est celui conservé, mais pour un, c'est le plus petit niveau de précision pour le nombre de chiffres significatifs et pour l'autre, c'est le nombre de décimales. Et ces deux lois doivent être comprises et apprises. Maintenant, allons-y avec les incertitudes. Donc, première chose, comment est-ce qu'on détermine le nombre de chiffres significatifs dans ma réponse? Bien évidemment, ça dépend du niveau de précision de l'appareil que j'ai utilisé. Or, il existe évidemment plusieurs règles, dépendamment de l'appareil que j'utilise. Par exemple, dans certains cas, le nombre de chiffres significatifs est donné par la précision de l'appareil en tant que tel. Par exemple, si j'ai un ballon jaugé, un ballon, mettons, de 50 ml, le ballon jaugé ne possède qu'un trait de jauge. Ce qui fait que je n'ai aucune graduation, aucune mesure. Tu dois te rendre à ce trait de jauge et c'est tout. Alors, si j'avais 50 ml, eh bien, sur mon indicateur, sur mon ballon jaugé, il va être écrit la valeur de l'incertitude, c'est-à-dire plus ou moins 1 ml. Ce qui veut dire que je suis précis avec une valeur de millilitres. Je ne pourrais donc pas écrire, donc mon 1 millilitre est mon niveau de précision. Je ne pourrais donc pas écrire 50,0 parce que je suis précis seulement au millilitre. Je dirais alors 50 plus ou moins 1 millilitre. Premier exemple. Donc, ça, on vérifie toujours sur l'appareil pour voir si la mesure est donnée. Maintenant, deuxième exemple, si on a un affichage numérique sur l'appareil, par exemple, une balance électronique qui va nous donner la valeur de la masse avec un affichage. Par exemple, 50,01 grammes, par exemple. Dans ce cas-ci, pour les affichages numériques, le niveau de précision correspond tout simplement à la plus petite valeur proposée par ma balance ou par mon appareil en général. Dans ce cas-ci, moi, je suis précis au centième de gramme près, donc plus ou moins 0,01 gramme. Ma réponse ne peut pas être écrite 50,0. Elle va être écrite 50,01 grammes. Ce qui fait que mon niveau de précision est 50,01 plus ou moins 0,01 grammes. Dans ce cas-ci, ma réponse est précise à 2 décimales près. Et dernier exemple, évidemment, ma graduation. Certains appareils n'ont pas d'affichage, il faut donc lire une graduation. Et dans ce cas-ci, on va, dans le fond, regarder le niveau de graduation et on va prendre la moitié de la valeur de ma graduation. Dans ce cas-ci, ma plus petite graduation est au millilitre, donc je passe de 1, 2, 3 et 4. Donc, mon niveau de précision est à la moitié de ma graduation, donc plus ou moins 0,5 millilitres. Pourquoi? Parce que, dans ce cas-ci, ma mesure peut être prise entre le 2 et le 3. Donc, je devrais avoir un niveau de précision qui va varier entre ma plus petite et ma plus grande échelle. Donc, j'aurai ici plus ou moins 0,5 millilitres. Donc, si par exemple, je mesure que je suis à peu près à 2,4 millilitres, mais je serai à 2,4 plus ou moins 0,5 millilitres, parce que ma mesure qui est donnée peut être soit dans la portion en haut ou soit dans la portion en bas de ma graduation. Donc, j'aurai ici à peu près 2,4 millilitres, ce qui donnerait 2,4 plus ou moins 0,5 millilitres. Évidemment, je n'écrirai pas 2 parce que je suis pris ici au dixième de millilitre. J'écrirai 2,0 plus ou moins 0,5 millilitres.
Maintenant, quoi faire une fois qu'on a déterminé la valeur de notre précision si on veut faire des opérations mathématiques? Bien, évidemment, il va falloir qu'on inclue les incertitudes dans nos opérations mathématiques. Par exemple, si j'ai 5,00 plus ou moins 0,01 g et je l'additionne à 2,0 plus ou moins 0,15 g, bien, je fais mon calcul, donc j'aurai 7,00 par exemple, et j'additionne tout simplement mes incertitudes ensemble, ce qui me donnerait 0,51 g, que j'arrondis pour avoir une valeur, donc un chiffre significatif. Ce qui me donnera 7,0 plus ou moins 0,5 g. Et ceci serait l'expression de ma réponse. Donc, ceci est pour les additions. Si je multiplie maintenant ma valeur, mais par un facteur de coefficient, donc pas par une mesure, par un facteur de coefficient, par exemple, j'ai mesuré telle valeur et je dois la mesurer 2 fois. Donc, je la mesure par une constante. Bien, si je fais un exemple du type 5,00 plus ou moins 0,8 g et que je prends 2 portions de ça, eh bien, c'est simple, ma mesure vaudra 10 g, 10,00, plus ou moins la valeur multipliée de mon incertitude par 2. Et encore une fois, parce que je ne garde qu'un chiffre significatif pour mon incertitude, j'arrondirai à la hausse, ce qui me donnera 10,0 plus ou moins 0,2 g. Voici ma réponse. Et finalement, si je multiplie deux termes qui possèdent une incertitude, je devrais faire une opération mathématique légèrement complexe. Donc, par exemple, si je fais 5,05 plus ou moins 0,02 g et que je multiplie ce terme par une autre valeur en grammes fois 2,0 plus ou moins 0,2 g, eh bien, là, je fais ma multiplication comme connue. Donc, 5,05 va donner 10,10. Et là, pour calculer mon incertitude, je vais devoir me questionner. Me questionner en faisant l'opération suivante. Je vais prendre la valeur de l'incertitude de mon premier terme divisé par ma valeur réelle, plus la valeur de mon incertitude de mon deuxième terme divisé par sa valeur réelle. Et tout ça, je vais multiplier par la valeur de la multiplication, donc le résultat. Et ceci me donnera la valeur de mon incertitude suite au résultat. Donc, je fais le calcul de ma première parenthèse. 0,0039. Évidemment, je ne garde qu'un chiffre significatif, donc 0,004. Donc, voici la valeur de ma première. Ensuite, je fais mon deuxième calcul. 0,2 divisé par 2. J'obtiendrai évidemment 0,1. Et j'additionne les deux. Donc, 0,104. Et je multiplie à ma valeur résultante. J'obtiendrai 1,05. Évidemment, je ne garde qu'un chiffre significatif pour ma réponse. Donc, c'est plus ou moins 1. Ce qui veut dire que ma réponse sera 10 plus ou moins 1 gramme carré. Parce que gramme fois gramme donne des grammes carrés. Et voilà.